Rémi, j'ai entendu dire qu'une blockchain allait diminuer son empreinte carbone de 99%. C'est quoi cette histoire? Effectivement, il s'agit d'Ethereum et du fameux The Merge. Va falloir que tu m'expliques parce que là, j'ai plein de questions. Eh ben, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Ça va et toi Rémi? Eh ben, ma foi, nickel. Content d'être toujours là, d'avoir toujours autant d'auditeurs qui nous suivent. Merci, chers auditeurs. Ça fait vraiment chaud au cœur de se savoir entendu. Merci aussi pour vos retours. Écoute, on est ravis, quoi. Toujours plein de sujets, hein. Franchement, je crois qu'on n'a jamais été à sec de sujets, donc... Et on en a un backlog, ouais. Bientôt, cette année, on est passé en hebdo. Peut-être qu'on va passer en bi-hebdo et bientôt en journalier, ça va être la folie. Je t'assure que vraiment, si c'était pas une question de temps, Ouais, c'est clair. des petites pastilles de 3 minutes tous les jours, j'adorerais faire ça. On n'arrivera pas à se limiter à 3 minutes. Mais ouais, carrément, ça serait marrant. Écoute, du coup, ce que je te propose, Rémi, c'est juste avant de lancer notre sujet, on a remercié les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous faire du feedback, n'hésitez pas à faire partager un épisode, un sujet, ou nous solliciter en direct. Il y a toujours un lien dans les notes de l'émission. Donc ça, voilà, ça nous aide beaucoup à vous proposer des nouveaux sujets et puis à nous dire voilà ce qui vous intéresse ou pas, et puis à faire connaître le podcast surtout. Donc pareil, des notes sur votre lecteur de podcast préféré, ça nous aide beaucoup. Et puis n'oubliez pas, on est sur plein de plateformes, notamment TikTok, YouTube, Spotify, en vidéo, en audio, tout ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas. On s'adapte à vos habitudes d'écoute. Et je suis content, Rémi, aujourd'hui, c'est qu'on va parler blockchain, mais on va parler aussi d'un des gros arguments contre la blockchain, c'est-à-dire son empreinte énergétique et le fait qu'elle consomme beaucoup de carbone et d'énergie. Et visiblement, on a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc déjà, juste avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi sur les blockchains? Absolument. Un truc cool, hein, pas un truc de geek incompréhensible. Ah mince, non, pas du tout. J'allais dire comme tu sais faire. Alors, qu'est-ce que c'est une blockchain? Une blockchain, c'est un peu l'innovation, une des grosses innovations de cette dernière décennie, qui a été inventée, conceptualisée juste après la crise de la finance qu'on a eue en 2009, où l'idée était de se dire, les banques, c'est un peu pourri. Donc, on va créer un système de finance décentralisé sur lequel les marchés ne pourront pas les manipuler et tout sera transparent. Comme ça, le Kidam pourra aller vérifier lui-même ce qui s'y trame et ne pas avoir des surprises en apprenant, je sais pas, que ces fonds étaient investis dans des placements complètement pourris et qu'il va jamais les récupérer. Donc, en gros, techniquement, c'est une grosse base de données. Elle est décentralisée, c'est-à-dire que on a plein de différents ordinateurs partout autour du monde qui s'occupent de valider ce réseau, c'est-à-dire de certifier toutes les transactions qui sont faites. Et en fait, on appelle ça une plateforme décentralisée parce que chaque ordinateur est détenu par des personnes différentes. Alors bien sûr, il y a des organismes qui ont plusieurs ordinateurs, plusieurs validateurs, mais n'empêche que personne n'a la globalité ou au moins 51% du réseau, parce que 51% du réseau, ça te permettrait finalement de faire ce que tu veux avec le réseau parce que tu as le plus de voix. Et donc, si on était vraiment basique, on pourrait dire que c'est comme un carnet que vous avez chez vous. Je sais, Craig, que tu utilises des apps, mais ça peut être comme une app sur laquelle vous avez vos entrées d'argent, vos sorties d'argent, et tout ça est visible par tout le monde. Et donc, ça permet d'avoir de la confiance, parce que vous n'avez plus besoin de passer par un tiers pour faire une transaction, pour, je sais pas, acheter une maison, par exemple. Votre acheteur, il va déposer l'argent sur la blockchain, vous allez la récupérer et tout est visible. En fait, vous avez juste à faire confiance à la blockchain qui est des lignes de code, tout simplement. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a deux blockchains principales, Bitcoin et Ethereum. La première, c'est plutôt ce qu'on va dire de l'or virtuel. On aura pour toujours 21 millions maximum de Bitcoin, et c'est en ça que les gens qui sont un petit peu Bitcoin maximalistes se disent ça c'est une réserve d'or virtuelle, comme il n'y en aura jamais plus autant, normalement le prix devrait augmenter. Voilà.
C'est un nombre fini de Voilà. Bitcoin. Et le deuxième, c'est Ethereum. C'est plutôt un nouveau système financier. En fait, c'est une blockchain sur lequel on peut créer des applications. Et donc, il y en a des applications en tout genre. Vous avez peut-être entendu parler de DeFi, la finance décentralisée. On a parlé dans notre épisode 28 de la saison 2 des NFT. Il y a également les ENS qui sont des noms de domaine et plein d'autres usages. Par exemple, je parlais d'immobilier un peu plus tôt, mais il y a de l'immobilier tokenisé, c'est-à-dire vous pouvez acheter une part d'immeuble directement sur la blockchain. Les intérêts, j'en ai parlé, désintermédier les échanges, c'est-à-dire qu'éviter d'avoir à payer un broker, 2 brokers, 3 brokers qui à chaque fois se prennent une petite com sur une transaction, décentraliser, même si bon, c'est vrai que c'est très utopique pour les services en eux-mêmes. Par exemple, je sais pas, on parlait des NFT, pardon. OpenSea, qui est une des grosses plateformes d'échange, bah, ça appartient à une société qui a des serveurs centralisés. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment décentralisé. Mais n'empêche que c'est possible et il faut juste qu'on s'y mette, quoi. Et donc, là, s'il y avait juste un truc à retenir, la blockchain, l'idée, c'est vraiment de remettre le pouvoir à l'usager. Voilà, moi j'espère que j'étais pas trop complexe et que c'était simple. Écoute, c'est de plus en plus clair pour moi, et j'espère pour nos auditeurs aussi. Et donc, tout ça, j'imagine que ça pollue pas mal, étant donné qu'il y a plein d'ordinateurs qui font plein d'opérations et qui se parlent en permanence. Enfin, c'est souvent un argument qu'on avance quand on parle du coup justement de Bitcoin et justement de blockchain de manière générale. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un gros souci parce que donc même s'il n'y a pas eu d'études sérieuses sur le sujet, la plupart elles se basent sur des moyennes de moyens de production de pays. Et donc par exemple si on prend la Chine, quand il y avait des mineurs chez eux, une majorité de leur production est faite via des usines de charbon. Or, si les mineurs s'installent à côté d'une source non carbonée comme un barrage d'eau, ils sont pas pris en compte parce que c'est une moyenne. Bref, ceci étant, il faut quand même produire les ordinateurs comme tu l'as dit, avoir des grosses fermes qui centralisent des centaines et des centaines d'ordinateurs. Forcément, ça dépense. Et pourquoi ça dépense? Parce que la plupart des blockchains, enfin beaucoup, et notamment Bitcoin et Ethereum, utilisent ce qu'on appelle le proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. Tous les ordinateurs, pour valider les transactions sur le réseau, ils vont avoir à résoudre un problème posé par la blockchain, un problème mathématique. Et donc, tous les ordinateurs vont entrer en compétition, et le premier qui trouve, tac, il gagne, et en échange, il va gagner un certain nombre de Bitcoin ou d'Ethereum. Et les calculs sont de plus en plus complexes, et donc à chaque fois, il faut des machines de plus en plus difficiles, utiliser des puces spécialisées. Pour Bitcoin, c'est des puces, ce qu'on appelle des ASICs, des ordinateurs qui sont vraiment hyper spécialisés dans une seule tâche. Pour Ethereum, c'est plutôt des cartes graphiques qui sont très très bonnes. Donc les pauvres gamers, depuis 2 ans, ils s'arrachent les cheveux parce que les prix ont explosé. Mais sauf que depuis quelques mois, ça commence à diminuer. Donc ça, c'est génial, quoi. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il y a une alternative à ce proof of work. Ils ont trouvé un moyen un petit peu plus simple, justement, et qui demande pas autant d'énergie pour sécuriser les transactions. Alors simple, pas forcément, mais enfin si, j'espère que je vais réussir à l'expliquer simplement. Mais ouais, il y a une alternative et c'est hyper positif. Donc c'est au lieu du proof of work, donc la preuve de travail, c'est la proof of stake, c'est-à-dire la preuve de comment on pourrait traduire stake de ah mince, je sèche là-dessus. Un stake, c'est un enjeu quand on dit quelque chose à stake. Ouais, la preuve d'enjeu, c'est ça. Et par enjeu, en fait, c'est plutôt une sorte de placement. Vous allez donner vous allez mettre quelque chose de la valeur des Ethers comment dire, vous allez les placer sans pouvoir les enlever directement, et ça va vous permettre de faire partie du réseau de validateurs. En gros, au lieu d'avoir des mineurs, on va avoir ce qu'on appelle du coup des validateurs. C'est toujours des ordinateurs, mais plus besoin d'une machine gourmande. Il y a certains validateurs un peu foufous qui ont fait tourner ça sur un Raspberry Pi 4, qui est un mini ordinateur vraiment cool. Ça coûte dans les $100. Alors malheureusement, voilà, l'inflation et les chaînes avant, quand les Raspberry Pi sont sortis, je crois que c'était genre $30, quelque chose comme ça. C'était un petit ordinateur sur lequel moi j'utilise, alors complètement hors sujet, mais avant j'utilisais un Raspberry pour mon
Media Center, et c'était vachement bien. Donc bref, un Raspberry Pi en validateur, c'est $100, c'est seulement 6 watts de consommation, alors qu'un ordi, je sais pas, un ordinateur de gamer, ça va être 450, 500 watts, et ça c'est avec les 4 cœurs occupés, donc c'est vraiment... voilà, on peut utiliser un ordi normal, et ça va être la même consommation que si vous envoyez un email, vous regardez un film, vraiment rien de bien foufou. Et donc on en vient à, c'est quoi cette Proof of Stake ? En fait, chaque validateur, sur son ordinateur, va mettre 32 Ethers en jeu. Et ça va être utilisé pour enregistrer les données de la blockchain, valider les transactions et ajouter des nouveaux blocs, donc les fameux blocs de blockchain. Un bloc égale... C'est une sorte de caution ? Voilà, exactement. C'est une sorte de caution, tout à fait. Et du coup, le challenge avant de chaque mineur, c'était vraiment d'avoir la bête de course la plus puissante pour pouvoir valider les transactions plus rapidement. Là, finalement, c'est juste avoir une connexion Internet la plus stable possible, donc avec le moins d'interruptions possible. Et si, mettons que toi, tu crées ton validateur, tu mets tes 32 ETH, tu es régulièrement disponible, tu vas pouvoir valider des blocs et gagner des Ethereum. En gros, actuellement, on est dans les 5% par an, ce qui est pas beaucoup, mais ça mange pas de pain. Voilà, c'est un joli bonus. Par contre, si t'es moins dispo ou que t'es un peu plus fourbe et que t'essayes de bidouiller le réseau, donc essayer d'attaquer le réseau, là, comme t'as mis tes 32 Ethers en jeu, tu risques de les perdre. Tu peux être sanctionné par le réseau, et donc c'est vraiment... au lieu de mettre de l'énergie, d'utiliser un maximum d'énergie, on va engager du capital. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que t'es engagé, t'es vraiment engagé, et tu vas éviter à faire le fourbe parce que sinon tu risques de perdre une belle somme d'argent. Ça fait combien 32 Ethers aujourd'hui ? Eh bien, on est dans les 50 000 euros à peu près. Ok. Oui, mal. quand même. Ouais, quand même. Et donc le gros avantage, c'est la consommation d'énergie. Si vous avez que des petits ordinateurs au lieu des grosses fermes de serveurs, a priori, Ethereum devrait dépenser 99,95% de moins d'énergie que actuellement, ce qui est quand même pas mal. Pas mal. Ouais. Et donc ça deviendrait Ethereum, c'est vraiment une plateforme qui est très utilisée par de nombreux systèmes financiers, et ça deviendrait le système financier le plus éco-friendly, quoi. On n'a pas dans une banque, vous avez des gens qui prennent leur voiture, une tour à chauffer ou à refroidir, plein de choses comme ça. Là, on a juste des ordinateurs qui sont chez les gens. Et donc, ça serait cool, quoi. C'est une excellente nouvelle, tout ça. Du coup, tu disais tout à l'heure, il faut 32 Ethers, à peu près 50 000 euros, donc c'est pas pour tout le monde quand même. Faut quand même avoir un peu de... Surtout si tu mets plusieurs PC. Ouais, c'est sûr. Alors les PC, tu peux t'en sortir, dans les $100, donc on va dire que ça, c'est bon. Une fois par PC, ouais, c'est clair. Donc 32 Ethers par PC que tu connectes. Oui, tout à fait. Ah ouais, okay, après, si t'en as... Parce que moi, j'en ai 10, tu vois. Ah ouais, ça va. T'as pas besoin d'installer. Donc, oui et non, ça demande de l'argent, mais c'est cher, mais en même temps, c'est la condition pour sécuriser le réseau. Si c'était plus faible, les gens seraient moins chauds pour sécuriser ce réseau. Et en gros, on en parlait un peu plus haut, si tu veux pirater le réseau, il te faut avoir 51% des validateurs, donc plus que la moyenne. Et donc là, j'ai fait le petit calcul, il te faudra avoir pour 80 milliards de dollars d'Ethereum. Pas mal. Bon, si t'es chaud pour prendre cet argent, tu peux aller discuter avec ta banque et demander... Voilà, ça va coûter cher, et donc c'est pour ça aussi qu'il fallait une certaine somme pour être sûr qu'il y ait beaucoup de validateurs. Et l'autre chose qui est merveilleuse dans la blockchain, c'est qu'il y a des solutions de validateurs mutualisés qui s'appellent Lido ou Rocket Pool, qui te permettent de mettre 1/10 ou 1/100 d'Ethereum et de faire partie d'un validateur. Ça va être comme un serveur mutualisé, par exemple chez OVH, sur lequel le serveur et plein de gens utilisent le même serveur, mais on a chacun notre petit espace. D'accord, donc en gros, tu n'as pas besoin de mettre 50 000, l'équivalent de 32 Ethers, tu peux mettre 0,5 Ethers ou 2 Ethers, et du coup, tout ça est agrégé et permet finalement de fonctionner. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça, c'est très très bien d'un point de vue écologique. Pourquoi on l'a pas fait plus tôt ? À l'origine, depuis 2015, en fait, Ethereum, c'était prévu pour être en proof of stake, mais
à l'époque, c'était pas trop, enfin, ça existait pas trop. Et par contre, l'utilisation Proof of Work, la technologie Proof of Work, était validée depuis déjà quelques années. Ça faisait à peu près 5-6 ans que Bitcoin utilisait cette technologie avec succès. C'était bien sécurisé. Donc, il n'y avait pas non plus énormément de gens. Donc, finalement, on se posait pas encore vraiment, enfin, je crois, la question de l'impact écologique, parce que c'était des ordinateurs puissants, certes, mais pas non plus ce qu'on a actuellement. Et donc, en gros, ça fait 7 ans que les mecs bossent à faire passer, à faire devenir Proof of Work en Proof of Stake. Et c'est d'ailleurs une blague récurrente sur l'écosystème. Donc là, on y arrive, hein, bientôt. C'est la semaine prochaine, si vous écoutez ça le jour de la sortie. C'était une blague récurrente que moi, depuis que je suis le sujet, voilà, le Proof of Stake, ouais, c'est bientôt, c'est tous les 2 mois en fait, et tous les 2 mois, il est repoussé de 2 mois, 2 mois, 2 mois. Donc voilà. Personne pensait qu'il allait arriver jusqu'à cette année, où là vraiment il y a eu plusieurs tests qui ont été faits sur les plateformes de test avec succès. Et donc là on se rapproche de la date historique, donc on n'a jamais été aussi proche. Donc là a priori, bon, vu que tout est prêt, ça devrait arriver. Mais c'est un événement assez énorme parce qu'en fait c'est jamais arrivé. Enfin, la plateforme est utilisée, c'est comme un train en marche en fait. T'as un TGV qui est lancé à pleine allure et hop, on va changer le moteur, les roues, on va le faire passer de la vapeur à l'électrique, l'électrique envoyé par satellite, sans que les voyageurs qui sont à l'intérieur s'en rendent compte, ils sont juste déplacés d'un train à un autre. Et voilà, c'est chaud parce que la plateforme est énorme, il y a plein de gens qui l'utilisent, il y a une énorme masse monétaire en termes de valeur qui est dedans, qui est dans les protocoles. Donc si ça pète, ça va picoter. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de temps qui a été mis pour essayer de s'assurer et diminuer au maximum les risques que ce passage pète. Après, on n'est pas à l'abri, hein. On verra, surprise. Mais bon. Alors du coup, tu as bien expliqué l'impact consommation énergétique, pourquoi on l'a pas fait plus tôt. Est-ce qu'il y a d'autres impacts en fait de ce changement? Alors il y en a deux. Il y a au niveau des prix et au niveau des mineurs. On va commencer par le prix. Là dernièrement, on a pu voir que les cours de l'Ether, ils étaient un peu fluctuants et plutôt à la baisse parce qu'en fait, les mineurs, ils vont être au chômage. Alors normalement, le merge, ça va être le 14 septembre. Après le 14 septembre, les mineurs, ils serviront plus à rien. Leur super matériel haut de gamme ne servira plus à rien. Donc là, ils essayent, eux qui ont investi dans des fermes de minage, des serveurs, etc., de vendre tous leurs Ethers dès qu'ils en reçoivent pour essayer de maximiser les profits. Et donc, ça fait descendre un petit peu le cours. Mais en même temps, il y a des gens qui croient dans l'avenir d'Ethereum, de cette nouvelle technologie. Ils se disent, Ethereum, c'est quand même... Il y a plein d'usages, les NFT, la DeFi, etc. Moi, j'y crois. En plus, ça va devenir écologiquement plus responsable. Donc, c'est bien. Donc, ça compense un petit peu. Mais néanmoins, une fois que le merge aura eu lieu, on va rentrer dans les détails un petit peu monétaires. En gros, actuellement, il y a à peu près 13 000 Ethers qui sont créés chaque jour et donnés aux mineurs pour les récompenser de valider les transactions. Avec le Proof of Stake, on aura beaucoup moins besoin vu qu'on n'aura plus de mineurs. Donc, on va passer à environ 1600 Ethereum donnés aux validateurs par jour. En plus de cela, l'année dernière, en août dernier, il y a un mécanisme de burn d'Ether, c'est-à-dire pour chaque transaction, tu payes des gaz. Donc tu payes, par exemple, je sais pas, tu vas acheter un NFT, tu vas payer 0,001 Ether pour couvrir tous tes frais, comme quand tu prends l'autoroute, tu payes et l'essence et le péage, voilà. Et depuis août 2021, à chaque transaction, tu as une partie des Ethers qui sont donnés aux mineurs et une autre qui est brûlée. Et donc, avec ces deux mécanismes-là, le fait que on va distribuer moins d'Ethers et en plus, tu en as une partie qui sont brûlées à chaque transaction, normalement, on devrait arriver à un total d'Ethers distribué proche de 0,43% par an. Donc, je sais pas, mettons, t'en as 100 par an. À la fin de l'année, t'en as 100,43. Donc on est quasi sur un modèle déflationniste, sachant qu'en plus, plus les frais de gaz sont importants, plus le burn est important. Donc potentiellement, on pourrait même passer
avec j'ai les mots anglais qui me viennent. Déflation. Ouais, voilà, une déflation complètement. Il y en a 100 au début de l'année, il y en a plus que 98. 80. Voilà. Et donc, qui dit déflationniste dit plus rare, donc plus cher. Donc il y a pas mal de gens qui espèrent que voilà, ça va aider. Et donc les mineurs, ces pauvres mineurs, tu vois, avec leur farm de serveurs, ils sont pas très chauds la plupart. Donc ils risquent d'y avoir un fork, c'est-à-dire une version parallèle du réseau Ethereum qui, tout le monde, son petit nom c'est le ETHPOW, donc pour Ethereum Proof of Work, qui sera une copie exacte de Ethereum qu'on utilise actuellement. C'est que tout ce qui existe sur le réseau Ethereum actuel existera sur ETHPOW et sur le nouveau Ethereum, tous les tokens, tous les NFT, tous les protocoles de défi. Tout va être en double. Voilà, tout va être en double. Mais d'après les premières estimations, là, un Ether, c'est dans les 1600, 1700 euros. Ah non, 1548. l'ETHPOW 1, ça vaudrait à peu près $18. Donc, a priori, ça va être plutôt... en fait, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à maintenir cette plateforme, quoi. Mais bon, ils veulent tenter, et peut-être qu'ils auront raison, hein, si le réseau Ethereum Proof of Stake se plante et explose en vol, peut-être qu'eux pourront dire « Ah, on est toujours là, continuez à faire du business avec nous. » Donc on verra, surprise. Ok, donc ça a pas mal bougé quand même, avec pas mal de changements. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se préparer à ce merge, du coup ? Alors, deux choses. Soit tu ne fais rien, tout simplement. En fait, tu as tes Ethers. Moi, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir ces Ethers en dehors de plateformes un petit peu à risque, de les avoir dans son Ledger ou dans son wallet MetaMask. Ou alors, on est un peu coquin et on peut tenter de profiter de ce fork d'Ethereum en ayant le maximum d'Ethereum disponible. Et pour une fois que le réseau ETHPOW deviendra disponible, essayer de balancer tous ces Ethereum sur un échange qui soit donc genre Binance ou Kraken, qui accepte ce nouveau fork pour essayer de les vendre au maximum contre des vrais Ethers. Il n'y a pas de petit profit. Le truc, c'est que là, les cours risquent de se casser la gueule très très rapidement, donc il va falloir être très rapide et aussi trouver les échanges qui seront compatibles avec ça. Et généralement, il y a peu de chances que ça soit les gros, genre Binance ou Kraken ou Coinbase. Il faudra trouver les petits trucs. Mais ça ne mange pas de pain. Si vous avez une petite heure ou deux ce week-end devant vous pour étudier ça, n'hésitez pas. Ça fera pas de mal, quoi. Bah, écoute, super intéressant, Rémi. Merci de nous avoir fait un petit récap sur ce qui va se passer. Donc, effectivement, au moment où sortira l'épisode, on sera quelques jours avant The Merge. Exactement. Et hâte de voir comment tout ça évolue. Écoute, on a fait le tour du sujet. Mais carrément. Non, c'est très clair. Voilà. Super. Donc, si maintenant si quelqu'un vous parle, mais c'est quoi ce The Merge, vous pourrez l'expliquer clairement. Et vous pourrez parler de la fusion en bon français aussi. Royal. Écoute, merci pour cette. Toujours très clair, Rémi, tes explications. Même moi qui suis ça de très loin, tu rends ça très très clair et très intelligible. Donc j'espère que c'est pareil pour les gens qui nous écoutent. J'espère. Alors de quoi, Greg, on va parler la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, on parle de la ville du futur qui va se construire en Arabie Saoudite, que vous avez peut-être vu passer dans vos réseaux sociaux, sur les journaux, sous le nom de The Line, et de son étrange monnaie. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet un peu futuriste, mais vraiment assez dingue, qu'on a hâte de partager avec vous. Super. À la semaine prochaine alors. Salut. Salut Rémi, à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.